Votre espèce me dégoûte. Encore un sale criminel qui remporte de cette peau noire. Les mots de l'agent Ryan Blake ont déchiré le parking alors qu'il plaquait le visage de Malcolm White contre le trottoir. La pommette du jeune homme de 16 ans a craqué. Le genou de Blake écrasait sa colonne vertébrale. « J'ai payé pour ça », a haleté Malcolm. Blake lui a tordu le bras. « Bien sûr que oui. Le mensonge est dans ton sang. » Le reçu de Malcolm s'est éparpillé au vent. Sa lettre d'acceptation au MIT s'est froissée sous la botte de Blake. Le sang s'est répandu sur l'asphalte. 20 personnes regardaient. Leur téléphone levé. Personne n'a bougé. Le téléphone de Malcolm a vibré. Papa appelait. Puis tout s'est arrêté. Des pneus ont crissé. Un véhicule a dérapé et s'est immobilisé. Les portes se sont ouvertes en grand. Des pas multiples. Rapides. Urgents. Blake a levé les yeux. Son sourire narquois s'est éteint. Ce qu'il a vu a fait lâcher le cou de Malcolm à sa main. L'a fait se lever. A fait blanchir son visage. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pourrait faire qu'un policier ait l'air aussi terrifié? Laissez un commentaire. Quelle est l'injustice la plus folle que vous ayez vue? Restez avec nous. Ce rebondissement change tout. 30 minutes plus tôt, Malcolm White n'était qu'un enfant qui faisait du shopping pour l'anniversaire de sa sœur. Le Riverside Mall bourdonnait de l'énergie d'un samedi après-midi. Malcolm marchait dans le magasin de vêtements, brandissant un sweat à capuche rose. Il a envoyé une photo à sa mère. Lily va adorer ça, n'est-ce pas? Son téléphone s'est illuminé avec une réponse de quelqu'un étiqueté NW. En chemin, mon fils. Sois prudent là-bas. Malcolm a souri et a rangé son téléphone. Il a pris le sweat à capuche, a ajouté une écharpe assortie et s'est dirigé vers la caisse. La caissière, une jeune femme blanche nommée Amanda Fletcher, a enregistré ses articles. Ça fera $53, a-t-elle dit joyeusement. Malcolm a tendu sa carte de débit. La machine a bipé. Transaction approuvée. Amanda a imprimé le reçu et l'a glissé dans le sac avec les articles. Ta sœur a de la chance, a dit Amanda. Ceux-ci sont arrivés hier. Elle aura 13 ans. Grande journée. Malcolm a pris le sac et s'est apprêté à partir. C'est là que l'alarme s'est déclenchée. Pas dans le magasin d'Amanda. 3 magasins plus loin, chez le détaillant d'électronique. Un bip strident a percé le centre commercial. Les acheteurs ont tourné la tête. Le gardien de sécurité Brian Hugh a parlé dans sa radio, la voix urgente. Nous avons un 105 à Tech Plaza. Suspect masculin fuyant vers la sortie sud. La voix du répartiteur a grésillé en retour. Description. Hugh a plissé les yeux le long du couloir. Homme noir, fin d'adolescence, portant un sweat à capuche foncé et un sac à dos. Cet appel vague, homme noir en sweat à capuche, faisait écho à l'affaire Trayvon-Martin où les suppositions se sont avérées mortelles. Malcolm était à 15 mètres, regardant une vitrine. Il portait un sweat à capuche bleu marine. Il portait un sac à dos. Il n'avait aucune idée qu'il correspondait à une description. Hugh l'a repéré, ses yeux se sont rétrécis. Malcolm était le seul adolescent noir visible dans cette section du centre commercial. J'ai un œil sur un suspect possible, a dit Hugh dans sa radio. Je me déplace pour intercepter. Le téléphone de Malcolm a vibré à nouveau. Un autre message de NW. Est à 20 minutes. Je t'aime. Malcolm a tapé en retour, je t'aime aussi, papa. Il n'a jamais pu l'envoyer. Hugh était déjà en mouvement, déjà en train de signaler, déjà en train de faire la pire supposition de sa carrière. Et l'agent Ryan Blake était déjà dans sa voiture de patrouille à 2 pâtés de maison, les lumières commençant à clignoter, accélérant vers le centre commercial. Malcolm a ramassé son sac de course et s'est dirigé vers la sortie. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Malcolm a poussé les portes vitrées du centre commercial et est entré sur le parking. Le soleil a frappé son visage. Il a ajusté son sac à dos et a vérifié son téléphone. Sa sœur Lily avait envoyé un message. J'ai hâte de voir ce que tu m'as acheté. Il était en train de taper une réponse quand il a entendu la voix. Arrêtez-vous tout de suite.
Malcolm a levé les yeux. L'agent Ryan Blake marchait vers lui, la main sur son étui de pistolet. Son partenaire, l'agent Jason Reed, suivait à quelques pas. Malcolm s'est figé. Moi? Ne bougez pas. Blake a rapidement réduit la distance. Mettez vos mains où je peux les voir. L'estomac de Malcolm s'est noué. Il a levé les deux mains lentement, son téléphone dans une main, son sac de course dans l'autre. Agent, je pense qu'il y a une erreur. J'ai dit ne bougez pas. Blake a attrapé l'épaule de Malcolm et l'a fait pivoter. Videz vos poches maintenant. Je viens d'acheter, les mains de Malcolm tremblaient alors qu'il obéissait. Il a sorti son portefeuille, ses clés, son téléphone. Blake les a arrachés, poussant Malcolm contre une voiture garée. Le métal était chaud sous les paumes de Malcolm. Qu'y a-t-il dans le sac? Un sweat à capuche et une écharpe pour l'anniversaire de ma sœur. J'ai le reçu, n'est-ce pas? Blake a déchiré le sac. Il a sorti le sweat à capuche rose, l'a inspecté comme s'il s'agissait de bien voler, puis l'a jeté par terre. L'écharpe a suivi. Il a attrapé le reçu, l'a regardé pendant peut-être 2 secondes, puis l'a froissé dans son poing et l'a laissé tomber. N'importe qui peut falsifier un reçu. Malcolm a regardé incrédule. Quoi? Non, c'est réel. La vendeuse peut le confirmer. Bien sûr qu'elle le peut. La voix de Blake dégoulinait de sarcasme. Il s'est tourné vers Reed. Vérifie son identité. Reed a ramassé le portefeuille de Malcolm, a sorti son permis de conduire et sa carte d'étudiant. Il les a étudiés attentivement. Malcolm White, 16 ans, Riverside High School. Reed a levé les yeux. Blake, il a un autocollant d'honneur ici. Blake n'y a même pas jeté un coup d'œil. Alors, les élèves d'honneur volent aussi. Une foule se formait maintenant. Des acheteurs sortant du centre commercial, attirés par le tumulte. Des téléphones ont commencé à se lever, au moins 19 ou 20 personnes regardant, enregistrant tout. Malcolm sentait tous les regards sur lui, son visage brûlait de honte. Je n'ai rien volé. S'il vous plaît, vérifiez juste les images de sécurité à l'intérieur. Vous verrez. Retournez-vous, a ordonné Blake. Monsieur, si vous, j'ai dit retournez-vous. Blake a attrapé le bras de Malcolm et l'a tiré, claquant sa poitrine contre le capot de la voiture. L'impact lui a coupé le souffle. Les mains derrière le dos. Malcolm a obéi, son cœur battait la chamade contre ses côtes. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas lui arriver. Pas à lui. Pas pour avoir acheté un cadeau d'anniversaire. Les mots de maman résonnaient dans sa tête. Rentre toujours à la maison en toute sécurité, mon bébé. Blake a écarté les pieds de Malcolm. Écarté les jambes. Agent, je n'ai rien fait de mal. Ferme ta bouche. Blake a commencé à le fouiller, rudement et agressivement. Ses mains couraient le long de ses flancs, de ses jambes, vérifiant sa ceinture, ses chevilles. Tout cela visible pour la foule grandissante. Tout cela humiliant. Quelqu'un dans la foule a murmuré, « Jésus, est-ce nécessaire ?» Blake les a ignorés. Il a retiré le sac à dos de Malcolm et l'a dézippé. Des livres se sont répandus sur le trottoir, un manuel de calcul dont la tranche était cassée à force d'utilisation, un exemplaire de « Les âmes du peuple noir » pour le cours d'anglais, un classeur plein de notes, un dossier étiqueté « Document de candidature au MIT ». Blake a ramassé le dossier, l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait la lettre d'acceptation de Malcolm. Celle sur laquelle sa mère avait pleuré. Celle qui représentait 4 ans de notes parfaites, de bénévolat, de postes de leadership. MIT, hein? Blake l'a brandi, la voix assez forte pour que tout le monde l'entende. Que as-tu fait? Voler la lettre d'acceptation aussi? Quelques personnes dans la foule ont ri. Pas beaucoup, mais assez pour que Malcolm l'entende. Assez pour lui tordre l'estomac. Les yeux de Malcolm ont piqué. C'est à moi. Je l'ai mérité. Bien sûr que oui. Blake a jeté le dossier de côté comme des ordures, les pages s'éparpillant au vent. Malcolm a regardé son avenir s'envoler sur le parking. C'est à ce moment-là qu'Amanda Fletcher est sortie du centre commercial en courant. Agent, attendez.
Elle était essoufflée, agitant son iPad. Je suis la vendeuse de Steel Avenue. Je lui ai vendu ce sweat à capuche il y a 10 minutes. Blake l'a à peine regardé. Madame, reculez. Mais j'ai le relevé de transaction ici. Amanda a brandi son iPad, montrant le reçu horodaté. Malcolm pouvait le voir d'où il se tenait. Preuve claire. Voir Malcolm White. Carte de débit se terminant par 3948. Acheté à 14h43. C'est lui. Je me souviens de lui parce qu'il achetait un cadeau pour sa sœur. Reed s'est avancé. Blake, peut-être devrions-nous, nous suivons le protocole. Blake l'a interrompu. Il s'est tourné vers Amanda, la voix plus dure maintenant. Madame, c'est une affaire de police. Je dois vous demander de reculer maintenant. Mais il n'a rien volé. La voix d'Amanda s'est élevée avec désespoir. Je viens de lui vendre ses articles. Je peux vous montrer les caméras du magasin. Reculez. La main de Blake s'est portée à sa ceinture, à son arme. Amanda a hésité, la peur traversant son visage. Puis elle s'est retirée, mais elle n'est pas partie. Elle s'est tenue au bord de la foule, son iPad serré contre sa poitrine, secouant la tête, des larmes se formant dans ses yeux. Malcolm a croisé son regard. Merci, a-t-il dit doucement. Merci d'avoir essayé. Elle a hoché la tête, une larme coulant. La radio de Blake a grésillé. Unité 43, quel est votre statut? Blake a appuyé sur sa radio. Suspect détenu. Demande de renfort pour le transport. Renfort en route. Soyez informés. Dispatch, rapport. Le suspect pourrait être armé. Le sang de Malcolm s'est glacé. Tout son corps est devenu engourdi. Quoi? Je ne suis pas armé. Je n'ai pas d'arme. La main de Blake s'est portée à son pistolet. Au sol maintenant. Je ne suis pas armé. Au sol. Blake a sorti son arme. Le pistolet est sorti de son étui d'un mouvement fluide. La foule a halté. Plusieurs personnes ont crié. La main de Reed s'est portée à son propre pistolet, mais il ne l'a pas sorti. Son visage montrait un clair malaise. Malcolm est tombé à genoux, les mains levées au-dessus de sa tête. S'il vous plaît, ne tirez pas. Je ne résiste pas. Je n'ai pas d'arme. S'il vous plaît. Face contre terre. Main derrière la tête. Malcolm s'est abaissé sur l'asphalte. Le béton était chaud contre sa joue. Rugueux. De minuscules morceaux de gravier se sont enfoncés dans sa peau. Il a croisé les doigts derrière sa tête, essayant de ne pas trembler. Les mots de maman encore. Garde tes mains visibles. Dis oui, monsieur. Rentre à la maison en toute sécurité. Il essayait. Mon Dieu, il essayait. Blake a rangé son pistolet et a laissé tomber son genou sur le dos de Malcolm, fort, de tout son poids. L'air a été chassé des poumons de Malcolm. Il ne pouvait pas gonfler sa poitrine. Je ne peux pas respirer. Malcolm a halté. Arrête de résister. Blake a appuyé plus fort. Je ne résiste pas. La voix de Malcolm est sortie étranglée, désespérée. Je ne peux pas respirer. Alors arrête de parler. Blake a attrapé le bras droit de Malcolm, l'a tordu en arrière à un angle contre nature. Quelque chose dans l'épaule de Malcolm a claqué. La douleur a explosé le long de son bras. Des voix ont éclaté de la foule. C'est un enfant. Vérifiez le reçu. C'est mal. Une mère blanche a murmuré à sa fille, c'est n'importe quoi. Mais les téléphones sont restés levés. 20 caméras enregistraient. 0 personne n'est intervenue physiquement. Le téléphone de Malcolm, posé au sol près de sa tête, a commencé à vibrer. L'écran s'est allumé. Papa appelait. Ça a sonné encore et encore. Personne n'a répondu. Une deuxième voiture de patrouille est arrivée, les lumières clignotant rouge et bleu. Le sergent Kenneth Graham est sorti avec 2 autres agents. Graham s'est approché, observant la scène. Que avons-nous? Blake,
toujours agenouillé sur Malcolm, a dit, suspect correspondant à la description du vol du magasin d'électronique. Je l'ai appréhendé alors qu'il quittait le centre commercial. Graham a baissé les yeux sur Malcolm, puis sur les sacs de courses et les papiers éparpillés. Il a ramassé le reçu froissé, l'a lissé, l'a lu attentivement. Ce reçu date d'aujourd'hui. Horodaté il y a 20 minutes. Pourrait être falsifié, a dit Blake. Les sourcils de Graham se sont levés. Falsifié en 20 minutes? C'est possible. Graham s'est accroupi, a regardé le visage de Malcolm. Du sang avait commencé à couler du nez de Malcolm. Mon garçon, comment t'appelles-tu? Malcolm White, a réussi à murmurer Malcolm. J'ai 16 ans. Je suis étudiant à Riverside High. Graham a ramassé la carte d'étudiant de Malcolm par terre. Il l'a étudiée attentivement. Liste d'honneur? GPA de 4.0. Il a regardé Blake. Vous l'avez fouillé? Oui, monsieur. Propre. Pas d'armes. Des objets de contrebande dans ses sacs? Des livres scolaires, des papiers, des trucs pour l'université? Graham s'est levé lentement. Il a regardé la foule, tous les téléphones qui enregistraient. Chaque angle couvert. Il a regardé Amanda Fletcher, tenant toujours son iPad avec des mains tremblantes. Puis il a regardé Malcolm, toujours épinglé sous le genou de Blake. Pendant un instant, le sergent a semblé réfléchir à quelque chose. Son visage montrait un conflit. Malcolm a ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que cela se terminerait ici. Amenez-le pour interrogatoire, a dit Graham. Mieux vaut prévenir que guérir. L'espoir s'est éteint instantanément. Blake a soulevé Malcolm sur ses pieds. L'épaule de Malcolm a hurlé de douleur. Ses jambes ont failli céder. Blake l'a stabilisé rudement, puis a sorti ses menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant un tribunal. Les menottes métalliques ont cliqué autour des poignets de Malcolm. Froid, serré, trop serré. Chaque clic a résonné dans les oreilles de Malcolm comme un coup de feu. Les réactions de la foule se sont divisées en deux. Certains ont crié « Protestation ». C'est du profilage racial. Laissez-le appeler ses parents. Vérifiez d'abord les caméras de sécurité. D'autres sont restés silencieux, mal à l'aise, mais peu disposés à parler. Un homme blanc d'âge moyen près de l'arrière a dit doucement « Les agents ne font que leur travail. Si le gamin n'a rien fait de mal, ça s'arrangera. » Une femme noire à côté de lui a secoué la tête. Vous ne comprenez pas. C'est toujours comme ça. Des disputes ont éclaté. La foule s'est fracturée en groupes de débat. Pendant ce temps, Malcolm se tenait menotté, au centre de sa propre humiliation publique. Son téléphone a vibré à nouveau par terre. Papa appelait, toujours sans réponse. Blake a fait marcher Malcolm vers la voiture de patrouille. L'esprit de Malcolm s'emballait. Cela ne pouvait pas arriver. Il avait tout fait correctement. Tout ce que ses parents lui avaient inculqué depuis qu'il était assez vieux pour comprendre. Garde tes mains visibles. Dis oui, monsieur. Non, monsieur. Ne fais pas de mouvements brusques. Reste calme. Sois poli. Il avait tout fait. Et il était toujours menotté. Alors qu'il s'approchait de la voiture, Malcolm a regardé en arrière une dernière fois. La foule regardait, certains visages sympathiques, certains indifférents, certains se détournant déjà. Amanda Fletcher était toujours là. Elle avait ramassé son téléphone. L'écran montrait toujours « Papa appelant ». Malcolm voulait lui crier, la supplier de répondre, de dire à son père ce qui se passait, mais la main de Blake était maintenant sur sa tête, le poussant vers le bas. Blake a ouvert la porte arrière de la voiture de patrouille. Il a posé sa main sur la tête de Malcolm, le poussant sur le siège, sans douceur. La porte s'est claquée. Le son était final, absolu, comme une porte de cellule qui se ferme. À travers la fenêtre, Malcolm pouvait voir tout ce qu'il laissait derrière lui. L'entrée du centre commercial où ce cauchemar avait commencé. Les papiers éparpillés de son dossier MIT, certains s'envolant déjà. Le sweat à capuche rose froissé par terre, maintenant taché de saleté.
Le cadeau d'anniversaire de sa sœur détruit. Blake est monté sur le siège du conducteur. Reed est monté du côté passager. La voiture sentait la sueur et le vieux café. Reed a regardé Malcolm par la cloison métallique. « Mon garçon », a dit Reed doucement, et Malcolm pouvait entendre un réel malaise dans sa voix. « Cela s'arrangera au poste. Reste calme. Coopère. Tout ira bien. » Malcolm n'a pas répondu. Qu'y avait-il à dire? Il avait été calme. Il avait été poli. Il avait coopéré complètement. Et il était toujours arrêté. Reed s'est retourné, l'air troublé. Sa mâchoire était serrée, mais il n'a rien dit d'autre. Il n'a pas défié Blake. Blake a démarré le moteur. La voiture a démarré. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, Malcolm a regardé par la vitre arrière. Amanda Fletcher était toujours là, son téléphone pressé contre son oreille maintenant. Elle devait avoir répondu à l'appel de son père. Elle parlait, gesticulait. Bien. Au moins quelqu'un lui dirait. La foule se dispersait. Certains filmaient encore, probablement déjà en train de publier sur les réseaux sociaux. Certains secouaient la tête. Certains retournaient déjà au centre commercial. Juste un autre samedi au Riverside Mall. Malcolm a fermé les yeux. Son épaule battait à chaque battement de cœur. Ses poignets lui faisaient mal à cause des menottes trop serrées. Son visage piquait encore de l'asphalte rugueux. Mais la douleur physique n'était pas le pire. Le pire était l'humiliation, l'impuissance, la connaissance qu'il avait fait tout ce que sa mère lui avait appris et que cela n'avait pas d'importance. Rentre toujours à la maison en toute sécurité, mon bébé. J'ai essayé, maman. J'ai vraiment essayé. La voiture de patrouille a tourné sur la route principale, le centre commercial a disparu derrière eux. Malcolm était assis seul sur le siège arrière, les mains menottées derrière le dos, l'épaule endolorie, la gorge serrée par des larmes refoulées. Et quelque part, son père appelait encore et encore, incapable de joindre son fils, ne sachant pas que dans 45 minutes, il verrait les images de sécurité, regarderait chaque seconde de l'humiliation de son fils, mobiliserait 10 agents du FBI. Mais Malcolm ne le savait pas encore. Tout ce que Malcolm connaissait était la peur et la terrible certitude que sa vie venait de changer pour toujours. Le poste de police de Riverside sentait le café brûlé et les vieux papiers. Blake a fait entrer Malcolm par l'entrée principale, la main agrippant son bras. Les menottes mordaient les poignets de Malcolm. L'agente Nicole Harris a levé les yeux de la réception. « Non, Malcolm White, mais je dois appeler mes parents. » Blake l'a interrompu. « Vol à l'étalage présumé, Riverside Mall. » Vérifiez son dossier. Harris a tapé rapidement. Elle a froncé les sourcils. « Pas d'antécédent, dossier vierge. » Blake a haussé les épaules. « Il y a toujours une première fois. Je n'ai rien volé. » La voix de Malcolm s'est élevée. « Je vous ai montré le reçu. Les reçus peuvent être falsifiés. Les témoins peuvent mentir. Les flics aussi. » Malcolm a riposté. Le visage de Blake s'est assombri. Il s'est rapproché. Le sergent Graham est apparu. « Ça suffit, Blake. » Mon bureau. Reed. Traitez-le. Reed a déverrouillé les menottes. Les poignets de Malcolm étaient rouges et marqués. Il a conduit Malcolm dans un couloir étroit jusqu'à une petite salle de détention de 3 mètres sur 3. Mur gris, table métallique boulonnée au sol, 2 chaises, une caméra dans le coin, lumière rouge clignotante. « Restez ici, » a dit Reed. « Ça va s'arranger. » « Quand puis-je appeler mes parents ? » ?»« Bientôt, je le promets. » La porte s'est refermée. Malcolm était seul. Il s'est assis lentement. Son épaule battait là où Blake l'avait tordu. Sa joue piquait à cause de l'asphalte, mais la douleur physique n'était pas le pire. Le pire était l'humiliation, l'impuissance. Il a regardé la caméra. « Est-ce que quelqu'un regarde ? Je suis innocent. Je n'ai rien fait de mal. » Silence, juste la lumière rouge qui clignotait. L'horloge indiquait 16h51. Son père terminait le travail à 17h. Malcolm envoyait toujours un message quand il rentrait à la maison.
Sa famille n'avait aucune idée d'où il se trouvait. Dehors, sur le parking, de l'autre côté de la rue, un SUV noir tournait au ralenti, vitres teintées, sans marque. À l'intérieur, l'agente Victoria Collins a ajusté son oreillette. Nous avons un visuel. Le sujet est à l'intérieur. L'agent Stephen Phillips a vérifié sa tablette. L'état du directeur White est de 8 minutes. Il a regardé les images du centre commercial. Tout. À quel point c'est grave. Grave. Son enfant a été plaqué face contre terre sur du béton. Genou dans le dos. Tout le truc. La mâchoire de Collins s'est serrée. L'agent Blake. Le même gars avec 2 plaintes pour usage excessif de la force l'année dernière. Les 2 ont été classés sans suite. Pas cette fois. Quelle est la stratégie? Nous attendons le signal du directeur. Il veut s'en occuper personnellement d'abord. Si ça dégénère, nous intervenons. 10 agents sont en attente. À l'intérieur de la salle d'interrogatoire, Malcolm fixait les murs. Il pensait à la conversation de sa mère. Celle qu'elle lui avait donnée quand il avait eu 13 ans. Tu es noir en Amérique. Les règles sont différentes. Tu as 2 fois plus de chances d'être arrêté. 3 fois plus de chances d'être arrêté. 10 fois plus de chances d'être blessé. Alors sois prudent. Sois poli. Rentre à la maison en toute sécurité. Il avait été prudent. Il avait été poli. Et il était toujours là. Malcolm a regardé la caméra à nouveau. Je m'appelle Malcolm White. J'ai 16 ans. Je suis étudiant à Riverside High. J'ai une moyenne de 4.0. J'ai été accepté au MIT. J'ai acheté un sweat à capuche pour l'anniversaire de ma sœur. C'est tout ce que j'ai fait. Sa voix s'est brisée. La porte s'est ouverte. Reed est revenu avec un presse-papier. Malcolm, nous avons récupéré les images de sécurité du centre commercial. Malcolm a bondi et Reed a hésité. Vous n'étiez pas près du magasin d'électronique pendant le vol. Vous étiez dans une section complètement différente. Un soulagement l'a envahi. Alors, je peux partir. Eh bien, le sergent Graham veut d'abord compléter le rapport complet. Procédure standard. Malcolm n'arrivait pas à y croire. Procédure standard? Vous venez de dire que je ne l'ai pas fait. Vous avez des preuves. Je sais, mais alors pourquoi suis-je toujours ici? Reed s'est agité inconfortablement. Écoutez, je suis de votre côté, mais ce n'est pas ma décision. Le sergent doit tout examiner, le documenter, puis il vous relâchera. Quand? Peut-être 1 heure? 1 heure? Malcolm a claqué sa main sur la table. Je suis ici depuis près d'1 heure déjà. Vous venez d'admettre que je suis innocent. Je comprends que vous êtes frustré. Frustré? Malcolm a ri amèrement. J'ai été jeté au sol devant 50 personnes. Votre partenaire m'a traité de criminel. Il s'est agenouillé sur mon dos pendant que je ne pouvais pas respirer. Ma lettre du MIT est éparpillée sur un parking. Et vous voulez que j'attende 1 heure de plus? Reed avait l'air peiné. Je suis désolé. Soyez juste patient, s'il vous plaît. Il est parti. Malcolm tremblait. Il voulait crier, faire basculer la table, mais il ne pouvait pas parce que cela ferait de lui l'homme noir en colère qu'ils attendaient. Cela finirait sur la caméra, utilisée comme preuve contre lui. Alors, il s'est rassis, s'est forcé à respirer. Dans le bureau de Graham, Blake se tenait au garde à vous. Ça ne s'annonce pas bien, Blake. Nous avons répondu à un appel. La description correspondait. Homme noir, sweat à capuche, sac à dos. Graham a levé les yeux. Mec, ça correspond à la moitié des adolescents de ce comté. Blake s'est hérissé. J'ai pris une décision. Votre décision est partout sur les réseaux sociaux. Graham a tourné son écran. L'écran montrait plusieurs publications, Twitter, Instagram, TikTok, toutes montrant le genou de Blake sur le dos de Malcolm, la foule qui criait, les papiers éparpillés. Riverside Mall était en tendance. Justice for Malcolm avait plus de 10 000 tweets. La mâchoire de Blake s'est serrée.
Et alors? Nous avons fait notre travail. L'avons-nous fait? Graham a fermé son ordinateur portable. Le gamin avait un reçu. La vendeuse a témoigné pour lui. Les images de sécurité confirment son histoire et vous l'avez quand même amené. Mieux vaut prévenir que guérir. Ou mieux vaut avoir peur que d'être responsable. Graham s'est penché en avant. Vous avez sorti votre arme sur un adolescent non armé. Le dispatch a dit qu'il pourrait être armé. Basé sur quoi? Un gardien de sécurité qui a pointé du doigt le premier gamin noir qu'il a vu. Le visage de Blake s'est renfrogné. Je n'apprécie pas, je me fiche de ce que vous appréciez. Graham s'est levé. Vous savez à quoi cela ressemble. L'optique est bonne. Graham l'a fixé. Bonne. Je termine ce rapport, je relâche le gamin avec des excuses et j'espère que cela ne se transformera pas en procès. Blake a ricané. Le gamin ira bien, sergent. Le gars a le MIT. Ce ne sera que son histoire de collège sauvage. La voix de Graham est devenue froide. Sortez de mon bureau. Monsieur, sortez. Blake est parti. Graham s'est assis seul, fixant son écran, la vidéo du visage de Malcolm pressé contre l'asphalte, les yeux terrifiés du garçon. Dehors, Collins a murmuré dans son oreillette. Le directeur est en route. Il a vu la caméra corporelle. C'est accablant. Phillips a hoché la tête. Combien de temps? 6 minutes. Il est furieux. Le téléphone de Graham a sonné. Sergent Graham. Il a écouté. Son visage a changé. Quoi? Quand? Il a jeté un coup d'œil à la porte. Combien? Une pause. Compris. J'arrive tout de suite. Il a raccroché lentement. Le FBI dans son hall. Tout de suite pour une affaire de vol à l'étalage. Qu'est-ce qui se passait? Dans la salle d'interrogatoire, Malcolm avait la tête sur la table. Le métal était froid contre son front. Il était épuisé. Tellement fatigué de se battre. Tellement fatigué de se justifier. L'horloge a affiché 16h59. Dehors, les portes du SUV se sont ouvertes. 10 silhouettes en tenue tactique sont sorties, se dirigeant vers l'entrée. À l'intérieur, Malcolm n'a pas bougé. Il n'avait aucune idée que tout était sur le point de changer. Aucune idée que le FBI allait devenir l'acronyme le plus important de sa vie. Sa porte est restée fermée, mais dans le hall, les portes d'entrée s'ouvraient. Et ce qui s'est passé ensuite allait tout chambouler. Les portes d'entrée se sont ouvertes en grand. 10 agents en coupe-vent FBI bleu marine ont inondé le hall. Équipement tactique, armes visibles. L'agent Harris s'est levé. Puis-je vous aider? L'agente spéciale Victoria Collins s'est avancée. FBI, nous sommes ici pour Malcolm White. Harris a cligné des yeux. Pour quel motif? Nous n'avons pas besoin de motif. Où est-il? Le sergent Graham s'est précipité. Que se passe-t-il? Collins a montré son badge. Agente spéciale Collins, FBI. Cette installation est sous observation fédérale. Où est Malcolm Alexander White? C'est un suspect dans une affaire de vol à l'étalage. Il n'est pas un suspect. C'est un mineur sous protection fédérale. Vous le détenez illégalement. Blake s'est avancé. Protection fédérale pour un voleur à l'étalage? Collins l'a regardé droit dans les yeux. Vous êtes l'agent Blake, n'est-ce pas? Oui, madame. Nous parlerons, mais d'abord, où est Malcolm White? Graham a dégluti. Salle de détention, couloir nord. Collins a fait signe à 2 agents. Phillips, Stewart, allez le chercher. Ils se sont déplacés immédiatement. Blake a essayé à nouveau. C'est une juridiction locale. C'était, a corrigé Collins. Lorsque vous avez détenu un mineur sans motif et lui avez refusé un avocat, c'est devenu fédéral. Votre juridiction a pris fin. Elle a sorti une tablette. Ce sont les images du centre commercial. Vous voulez regarder? La vidéo a été diffusée. Blake plaquant Malcolm au sol. Genoux sur son dos.
Malcolm haletant. Le reçu ignoré. Amanda renvoyée. Les papiers du MIT s'éparpillant. Graham est devenu pâle. Blake est devenu rouge. Nous avons répondu à un appel. Vous avez fait du profilage racial, l'a interrompu Collins. Le suspect était blanc, une vingtaine d'années. Votre description était homme noir, sweat à capuche, sac à dos. C'est 40% des adolescents. Vous avez choisi Malcolm à cause de sa peau. Au bout du couloir. Des agents ont ouvert la porte de Malcolm. Malcolm White. Il a hoché la tête, terrifié. L'agent Phillips a montré son badge. FBI, vous êtes en sécurité. Venez avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas d'ennui. Nous vous sortons d'ici. Ils l'ont conduit au hall. Malcolm s'est figé quand il a vu 10 agents fédéraux. Graham l'air pâle. Blake l'air effrayé. Collins s'est tourné. Malcolm, êtes-vous blessé? Il a touché sa joue, mon épaule, mon visage. Mais je vais bien. Quelqu'un vous a-t-il refusé un appel téléphonique ou un avocat? Malcolm a jeté un coup d'œil à Blake. Oui, plusieurs fois. Collins a pris une note, ses yeux ne quittant jamais Blake. Blake s'est avancé. Attendez. Collins a levé la main. Agent Blake, parlez à votre représentant syndical. Tout ce que vous dites est enregistré pour une enquête fédérale. Blake a fermé la bouche. Les portes d'entrée se sont ouvertes. Tout le monde s'est retourné. Un homme est entré. Fin de la quarantaine, noir, un M80, costume sombre, badge du FBI à sa ceinture. Mais la façon dont les autres agents se sont redressés, la façon dont Collins s'est écarté. C'était quelqu'un d'important. Les yeux de l'homme ont balayé la pièce et se sont fixés sur Malcolm. Malcolm a regardé fixement. Quelque chose était familier. Le papa. À peine un murmure. La pièce a halté. L'homme a traversé le hall en 3 grandes enjambées, les mains sur les épaules de Malcolm, cherchant des blessures. Tu vas bien? Ils t'ont fait du mal? Malcolm ne pouvait pas parler. L'homme l'a serré fort dans ses bras, rapidement mais férocement, puis s'est tourné pour faire face à la pièce, sa voix a changé, commandant. Je suis le directeur Nathan White, bureau régional du FBI. Pause. Et c'est mon fils. Silence complet. L'esprit de Malcolm tourbillonnait. Directeur. Son père travaillait dans l'administration fédérale. Il n'avait jamais demandé de détails. Nathan a gardé sa main sur l'épaule de Malcolm. Il y a 48 minutes, le téléphone de mon fils a cessé de bouger. J'ai une application de suivi, standard pour les familles d'agents fédéraux. Quand j'ai vu sa localisation à ce poste, j'ai récupéré les images du centre commercial moi-même. Il a regardé Blake. J'ai tout regardé. L'interpellation, la fouille, la force, le refus de droit. Sa voix était contrôlée, mais furieuse en dessous. Mon fils achetait un cadeau d'anniversaire, avait un reçu, un témoin. N'a rien fait de mal. Pourtant, il a été jeté à terre, menotté, détenu. Graham a essayé de parler. Directeur White, nous avons répondu à un vol, vous avez fait du profilage racial sur un adolescent. Nathan a sorti sa tablette. Envoi original. Homme noir, fin d'adolescence, sweat à capuche foncée, sac à dos. C'est insignifiant. Le gardien Hugues a pointé mon fils parce que Malcolm était le seul adolescent noir visible. Il a fait glisser les écrans. Voici le véritable suspect. Homme blanc, début de la vingtaine, sweat à capuche rouge, pas de sac à dos. Parti 6 minutes avant que Malcolm ne soit approché. Il leur a montré. Malcolm était à 45 mètres du vol. Magasin différent avec reçu avec témoin. Blake s'en fichait. Il a vu un adolescent noir et a supposé la culpabilité. Blake est devenu blanc. Nathan s'est tourné vers Malcolm, la voix plus douce. Mon fils, pour le dossier, Blake vous a-t-il lu vos droits avant de vous détenir? Pas avant qu'il ne me menotte. Après m'avoir déjà fouillé et jeté à terre. A-t-il demandé votre consentement pour vous fouiller? Non.
Avez-vous demandé un appel téléphonique? Plusieurs fois. Il a dit que j'en aurais un au poste. Je n'en ai jamais eu. Nathan a hoché la tête. Agent Collins, diffusez la vidéo complète. Collins s'est connecté à la télévision murale. La vidéo a tout montré. Malcolm faisant ses courses, souriant, payant. Amanda donnant le reçu. Malcolm sortant inconscient. Blake s'approchant avec une agressivité immédiate. Pas de questions, juste des suppositions. Malcolm levant les mains, essayant d'expliquer. Blake l'attrapant, le claquant. La fouille brutale. Les livres éparpillés. Le dossier du MIT. Blake s'en moquant. La foule riant. Amanda courant avec son iPad. Blake la renvoyant. Blake sortant son arme. Malcolm à genoux, les mains levées. Blake le forçant face contre terre. Le genou de Blake sur son dos. Je ne peux pas respirer. Arrête de résister. Malcolm ne bougeait pas. Ne résistez pas. Le genou est resté 43 secondes de plus. La vidéo s'est terminée. Silence. Certains agents ont détourné le regard. Certains avaient l'air perturbés. Nathan a laissé le silence s'installer, puis a parlé. Sergent Graham. J'ai regardé mon fils de 16 ans se faire brutaliser. Étudiant d'honneur, destiné au MIT, jamais eu de retenue. Je l'ai regardé plaider son innocence alors que des preuves étaient à ses pieds, ignorées. Je l'ai regardé se voir refuser ses droits. Et j'ai regardé 50 personnes le filmer au lieu de l'aider parce qu'elles craignaient la police. Sa voix s'est durcie. Ce n'est pas une mauvaise police. C'est une violation fédérale des droits civiques. Cela se termine aujourd'hui. La voix de Graham était faible. Directeur White, nous essayons de faire notre travail. Servir et protéger qui? Vous avez vu un adolescent noir et vous avez vu une menace. C'est tout ce qu'il a fallu. Nathan s'est tourné vers Collins. Je veux des déclarations de tous les agents impliqués. Les images des caméras corporelles, les enregistrements de la répartition, les images du centre commercial préservé, tout. Enquête fédérale officielle. Oui, monsieur. Nathan s'est tourné vers Blake, l'a regardé dans les yeux. Agent Blake, vous avez mis votre genou sur le dos de mon fils alors qu'il implorait de l'air. Vous vous êtes moqué de ses réalisations. Vous lui avez refusé un appel téléphonique. Vous avez sorti votre arme sur un adolescent non armé avec un sac de course et un reçu. Vous avez violé ses droits du 4e, 5e et 14e amendement. Pause. Quelque chose à dire? La bouche de Blake s'est ouverte. Je suivais la formation. Votre formation vous a appris à faire du profilage racial sur des mineurs? Non, à ignorer des preuves physiques? La description, la voix de Nathan s'est élevée. Homme noir en sweat à capuche n'est pas une description. C'est un stéréotype. Vous l'avez utilisé pour justifier l'agression de mon fils. Il s'est adressé à la pièce. Cet incident fait l'objet d'une enquête fédérale. Agent Blake, vous êtes suspendu. Badge et arme maintenant. Blake a regardé Graham. Graham a regardé le sol. Maintenant, a répété Nathan. Les mains de Blake tremblaient. Il a retiré son badge, l'a posé sur le bureau, puis son arme, chargeur vide. Chambre dégagée sur le bureau. Le son a résonné. Nathan s'est tourné vers Malcolm, l'expression adoucie. Le père est revenu. Sortons d'ici. Malcolm a hoché la tête, incapable de parler. Ils ont marché vers la sortie. La main de Nathan sur l'épaule de Malcolm. Protectrice. À la porte, Nathan a fait une pause, a regardé en arrière. Cela ne s'arrête pas ici. Il y aura une reddition de compte. Une vraie reddition de compte. Pas seulement pour Blake, mais pour chaque système qui a permis cela. Comptez là-dessus. Lui et Malcolm sont sortis. Les portes se sont refermées. À l'intérieur, personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Blake a regardé son badge sur le bureau, sa carrière se terminant sous ses yeux. Devant le poste, Malcolm se tenait à côté de la voiture de son père, tremblant.
Nathan a gardé sa main sur l'épaule de Malcolm. Tu es en sécurité maintenant. Nous allons nous en occuper. Papa, je n'ai rien, je sais. Tu n'as rien fait de mal. Malcolm a senti les larmes monter. Il ne pouvait pas les retenir. Nathan l'a serré dans ses bras. Laisse tout sortir. Malcolm a pleuré sur l'épaule de son père. Toute la peur, l'humiliation, la colère se sont déversées. Après un moment, Nathan s'est retiré. Voici ce qui va se passer ensuite. Nous allons nous assurer que cela signifie quelque chose. Pas seulement pour toi, mais pour chaque enfant qui n'a pas un directeur du FBI pour père. Que voulez-vous dire? Tu verras. Viens. Ils sont retournés vers le poste. Malcolm a hésité. Je ne veux pas y retourner. Tu n'as pas besoin d'entrer, mais regarde. À l'intérieur, des agents du FBI étaient partout, prenant des déclarations, examinant les images, documentant tout. Nathan a parlé à Collins. Statut, toutes les preuves sont sécurisées. Caméra corporelle, enregistrement de répartition, déclaration de témoins. Bien. Faites-les entrer. 5 minutes plus tard, les portes se sont ouvertes. Amanda Fletcher est entrée, les yeux rouges. Madame Dorothy Preston a suivi, la tête haute. Derrière elle, le gardien de sécurité Brian Hughes avait l'air terrifié. Nathan s'est adressé à la salle. Merci d'être venu. Ce qui s'est passé aujourd'hui était mal. Ce qui se passera ensuite dépend de nous tous. Il a désigné la télévision. Regardez ceci. L'écran a montré la séquence complète, mais cette fois elle a commencé plus tôt. Le véritable vol chez Tekmar. Un homme blanc, une vingtaine d'années, sweat à capuche rouge, fourrant des appareils électroniques dans un sac, le visage clair sur la caméra, puis Hughes sur sa radio, les yeux les balayant tous, passant sur les adolescents blancs, les adolescents asiatiques, les adolescents hispaniques, atterrissant sur Malcolm, le seul adolescent noir visible. La vidéo a continué avec plusieurs angles, d'en haut, de côté, des téléphones des témoins. Dévastateur. Quand elle s'est terminée, Nathan s'est tourné vers Hughes. Monsieur Hughes, vous n'êtes pas un officier de police, donc je ne peux pas vous suspendre, mais je peux faire autre chose. Il a sorti son téléphone, a passé un appel sur haut-parleur. Monsieur Delgato, directeur Nathan White, FBI. J'appelle concernant votre contrat de sécurité au Riverside Mall. Directeur White, j'ai vu les nouvelles. Je suis tellement désolé. Monsieur Hughes est ici. Le gardien qui a identifié mon fils uniquement sur la base de la couleur de sa peau. Il a dit à la police qu'il n'avait aucune formation formelle, juste l'instinct. Silence. J'exige une formation obligatoire pour chaque gardien que vous employez. Biais implicites, droit constitutionnel, désescalade, trimestriellement, pas une seule fois. Le FBI aidera à la mettre en place. Oui, monsieur. Absolument. Et monsieur Hughes, il est votre premier stagiaire. Il suit un programme de justice réparatrice. Ensuite, il pourra apprendre aux autres gardiens ce qu'il ne faut pas faire. Nathan a regardé Hughes. Ça vous semble juste? Hughes a hoché la tête frénétiquement. Oui, monsieur. Je suis tellement désolé. Ne vous excusez pas auprès de moi. Excusez-vous auprès de mon fils. Hughes s'est tourné vers Malcolm, des larmes coulant. Je suis désolé. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste supposé. Vous avez supposé que j'étais un criminel. A dit Malcolm doucement. À cause de ma peau. Oui. Et j'avais tort. Comprenez-vous ce que votre supposition a causé? Hughes a hoché la tête. Je le comprends maintenant. Alors faites mieux. Apprenez mieux. Soyez meilleur. Nathan s'est tourné vers Amanda. Mademoiselle Fletcher, vous avez essayé d'aider. Vous aviez des preuves. Ils vous ont ignoré. Voudriez-vous parler lors d'une réunion communautaire la semaine prochaine? Racontez votre histoire. Amanda s'est redressée. Oui, absolument. Nathan s'est tourné vers Madame Preston. Vous avez parlé. Vous avez dit la vérité. La voix de Madame Preston était forte. J'ai vécu ici pendant 40 ans.
J'ai vu cela se produire encore et encore. Je suis fatigué de me taire. Alors ne vous taisez pas. Vos voix comptent. Il s'est tourné vers les agents. Blake se tenait là, regardant le sol. Reed à proximité, mal à l'aise. Sergent Graham, voici ce qui se passe. Le FBI lance une enquête complète. Non négociable. Mais des choses peuvent aussi se produire maintenant, aujourd'hui. Graham a hoché la tête. De quoi avez-vous besoin? Premièrement, Blake est suspendu en attendant l'enquête. Fait. Deuxièmement, formation obligatoire pour chaque agent. Biais implicite. Droit constitutionnel. Désescalade. Nous pouvons le faire. Troisièmement, un comité de surveillance communautaire. Une vraie surveillance. Un vrai pouvoir disciplinaire et je veux l'agent Reed dessus. Reed a levé les yeux, choqué. Moi? Vous saviez que quelque chose n'allait pas aujourd'hui. Je l'ai vu sur votre visage, mais vous ne l'avez pas arrêté. C'est maintenant votre chance de faire mieux. Reed a dégluti. Oui, monsieur. Je veux ça. Quatrièmement, des caméras corporelles pour chaque agent. Les images téléchargées automatiquement, accessibles au public sur demande dans les 72 heures. Nous pouvons le faire. Et cinquièmement, Nathan a regardé Blake. Vous suivrez un programme de justice réparatrice. Si vous faites le travail, vous aurez une chance d'en faire quelque chose de bien. Travaillez avec des programmes jeunesse. Apprendre aux agents ce qu'il ne faut pas faire. Blake a levé les yeux rouges. Pourquoi me donneriez-vous cette chance? Parce que mon fils mérite un monde où la police fait mieux. Cela commence par vous, en choisissant d'être meilleur. La voix de Blake s'est brisée. Je suis désolé. La voix de Nathan était froide. Ne me le dites pas. Dites-le lui. Blake s'est tourné vers Malcolm. J'avais tort. J'ai laissé mes suppositions me contrôler. J'ai vu votre peau au lieu de vous voir. Je suis désolé. Malcolm n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé son père, puis Blake. J'ai 16 ans, a dit Malcolm. Étudiant d'honneur qui va au MIT. Je fais du bénévolat dans une banque alimentaire. J'entraîne la petite ligue. Je n'ai jamais eu de problème. Jamais eu de retenue. Sa voix est devenue plus forte. Mais rien de tout cela n'a compté pour vous. Vous avez vu noir et vous avez vu criminel. C'est tout. C'est tout ce que j'étais. Le visage de Blake s'est froissé. Alors oui, a continué Malcolm. Vous devriez être désolé. Vous devriez faire le programme. Vous devriez apprendre parce que ce que vous m'avez fait, vous l'avez probablement fait à d'autres et il n'avait pas un directeur du FBI pour père. Silence. Malcolm a regardé tous les agents. Mon père peut apporter des changements ici, mais vous devez tous choisir d'être différents. Chaque jour, chaque interpellation, chaque interaction, où rien ne change. Nathan a serré l'épaule de Malcolm, la fierté dans les yeux. Mon fils a raison, a dit Nathan. Cela se termine aujourd'hui. Les excuses se terminent. Les suppositions se terminent. Les violations se terminent. Parce que si elles ne le font pas, je reviendrai et la prochaine fois ce ne sera pas une conversation. Il a regardé Collins. Déposer la plainte formelle, enquête complète, mise à jour hebdomadaire. Oui, monsieur. Nathan s'est tourné vers Malcolm. Prêt à rentrer à la maison? Malcolm a hoché la tête. Alors qu'il sortait, Nathan a rappelé, agent Blake, vous avez un choix. Laissez cela vous détruire ou laissez cela vous reconstruire. Choisissez judicieusement. Ils sont partis. Dans le poste, le silence était lourd. Puis Reed a parlé. Je le ferai. Le comité de surveillance, la formation, tout ça. Je veux aider à réparer ça. Graham a hoché la tête lentement. Alors commençons. Blake se tenait seul, fixant son badge sur le bureau. Pour la première fois de sa carrière, il a compris ce qu'il avait vraiment fait, ce qu'il avait pris à cet adolescent, et ce que cela allait lui coûter. 2 semaines plus tard, le Riverside Community Center était bondé.
Plus de 160 personnes remplissaient chaque siège. D'autres se tenaient le long des murs. Des caméras de télévision locale tapissaient l'arrière. Sur scène étaient assis Nathan White, le sergent Graham, la mère Elizabeth Crawford et Malcolm. L'épaule de Malcolm avait guéri. La cicatrice sur son visage s'était estompée, mais le souvenir non. La mère Crawford s'est approchée du podium. Il y a 2 semaines, quelque chose s'est passé que nous ne pouvons ignorer. Nous devons y faire face. Nous devons le réparer. Elle a désigné Nathan. Le directeur White a travaillé avec nous sur un véritable changement, pas seulement des mots. Des actions. Nathan s'est levé. Il y a 2 semaines, mon fils a été victime de profilage racial, agressé et détenu illégalement. Si je n'avais pas été qui je suis, cette histoire se serait terminée très différemment. Il a fait une pause. La justice ne devrait pas dépendre de qui est votre père. Elle devrait être un droit pour tous. Des applaudissements ont rempli la pièce. Voici ce que nous faisons, a poursuivi Nathan. Formation obligatoire sur les biais implicites pour tous les policiers et agents de sécurité, trimestriellement, pas une seule fois. Le FBI fournit le programme. Comité de surveillance communautaire avec un réel pouvoir disciplinaire. L'agent Jason Reed le présidera. Reed s'est levé de l'audience. Les gens ont applaudi. Certains avaient l'air sceptiques. Caméra corporelle pour chaque agent. Les images téléchargées automatiquement. Accessibles au public sur demande dans les 72 heures. Les applaudissements ont été plus forts. Partenariat entre la police de Riverside et le FBI pour créer un programme de désescalade modèle. Nathan a regardé la foule. Ce ne sont pas des suggestions. Ce sont des exigences. Elles commencent maintenant. Il s'est assis. Graham s'est levé, s'approchant du podium. Au nom de la police de Riverside, a dit Graham, je présente mes excuses à Malcolm White et à cette communauté. Nous avons échoué. Nous sommes censés protéger tout le monde de manière égale. Nous ne l'avons pas fait. Sa voix était lourde. L'agent Blake a démissionné. Il est inscrit à un programme de justice réparatrice. S'il le termine, il travaillera avec des programmes jeunesse. Mais ce n'est pas suffisant. Le système a échoué. Nous le réparons. Graham s'est assis. La mère Crawford est revenue. Malcolm, voudriez-vous dire quelque chose? Malcolm s'est levé. Ses jambes étaient faibles. Il s'est approché du microphone. La pièce est devenue silencieuse. Il n'avait pas de notes. Il n'en avait pas besoin. Je faisais juste du shopping, a commencé Malcolm. Sa voix était calme mais ferme. Mais ils ont vu une menace. Il a regardé autour de la pièce. Ne laissez pas cela être l'histoire de votre enfant. Parlez comme Miss Fletcher l'a fait. C'était tout. 6 secondes, 21 mots, mais la pièce a explosé en une standing ovation. La simplicité a frappé plus fort que n'importe quel long discours. Amanda Fletcher au 3e rang a essuyé ses yeux. Madame Preston s'est levée, le poing levé. La mère Crawford est revenue au micro. Il y a autre chose que vous devriez savoir. L'histoire de Malcolm est devenue virale. Justice pour Malcolm est maintenant une tendance TikTok. Plus de 2 millions de vidéos de parents ayant la conversation avec leurs enfants. Des parents noirs enseignant à leurs enfants comment survivre aux rencontres avec la police. Des parents blancs comprenant enfin pourquoi cette conversation est nécessaire. La pièce bourdonnait. Les gens ont sorti leur téléphone, cherchant le hashtag. Cette conversation a lieu dans les salons à travers l'Amérique, a poursuivi Crawford. À cause de ce qui s'est passé ici, parce que Malcolm a parlé, parce que Miss Fletcher a parlé, parce que vous tous parlez. Après la réunion, les gens ont fait la queue pour remercier Malcolm, pour partager leurs histoires. Puis l'agent Reed s'est approché. Malcolm, a dit Reed doucement. Je tiens à m'excuser personnellement. J'aurais dû faire plus ce jour-là. Je savais que c'était mal, mais je ne l'ai pas arrêté. Malcolm l'a regardé. Vous étiez mal à l'aise. Je pouvais le voir. Mais être mal à l'aise n'est pas la même chose que faire quelque chose. Reed a hoché la tête. Je sais. C'est pourquoi je suis au comité de surveillance.
Je veux m'assurer que cela n'arrive plus jamais. Il a tendu la main. Malcolm l'a regardé, a regardé son père. Nathan a fait un petit signe de tête. Malcolm a serré la main de Reed. Alors travaillons ensemble, a dit Malcolm. Les yeux de Reed étaient humides. Merci. Je ne vous décevrai pas. Alors que Reed s'éloignait, Nathan a passé son bras autour de Malcolm. Je suis fier de toi, a dit Nathan. Pourquoi? Pour lui avoir serré la main. Ça a demandé du courage. Malcolm a regardé Reed parler aux membres de la communauté. Il semblait sincère. Peut-être qu'il l'était. Peut-être qu'il ne tiendra pas ses promesses. Mais tu lui as donné la chance. C'est ce qui compte. De l'autre côté de la pièce, une adolescente s'est approchée. Elle filmait avec son téléphone. Malcolm, je fais le défi TikTok. Puis-je vous demander ce que vous diriez aux autres enfants qui vous ressemblent? Malcolm a réfléchi un instant, puis a regardé directement sa caméra. Ne laissez personne vous faire sentir que vous n'avez pas votre place, vous l'avez. Et quand ils essaient de vous rapetisser, tenez bon quand même. La fille a souri, les larmes aux yeux. Merci. Elle est partie, postant déjà la vidéo. Nathan a serré l'épaule de Malcolm. Ça va avoir 1 million de vues. Tant mieux, a dit Malcolm. Peut-être que ça aidera quelqu'un. C'est à cela que ressemble la transformation. Pas la perfection, le progrès, pas la vengeance, la restauration, un choix à la fois, une personne à la fois, une vidéo virale à la fois. 3 mois plus tard, Malcolm était dans sa chambre d'étudiant au MIT, déballant des cartons. Il a sorti le sweat à capuche bleu marine, le même que ce jour-là. Il l'avait lavé, l'avait gardé. Son colocataire est entré. Joli sweat à capuche. Où l'as-tu eu? Malcolm a souri. Longue histoire. Rappelle-moi de te raconter le jour où j'ai appris la différence entre le pouvoir et la justice. L'agent Blake a terminé son programme de justice réparatrice. Maintenant, il parle dans les académies de police sur les biais implicites. Sa propre histoire, sa propre honte, sa propre croissance. L'agent Reed préside le comité de surveillance de Riverside. Un réel changement se produit, lentement mais sûrement. Le nouveau protocole de sécurité du centre commercial a été adopté par 19 centres commerciaux à travers le pays. Un moment d'injustice est devenu un catalyseur pour un changement systémique. Alors voici la question. Avez-vous déjà vu le pouvoir s'effondrer face à la vérité? La justice ne devrait pas dépendre de qui est votre père. Elle devrait être un droit pour tous. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire. Quelle action prendrez-vous pour lutter contre l'injustice? Parce que le changement ne commence pas par la chance.